Nous étions en train d'évoquer le Mali où le président Ibeka a démenti toute spéculation sur un putsch. Chris Sega, vous pensez que la situation au Mali aujourd'hui et le comportement de la France même donne raison à ses détracteurs? En tout cas, ça semble donner. Nous ne pouvons pas étaler les preuves ici. Vous savez, très récemment, nous avons lu sur les réseaux sociaux, quoi qu'on dise que les réseaux font partie des médias en qui on ne peut pas faire confiance, c'est vrai, mais il y a aussi du sérieux sur ces réseaux-là, parce que l'information aujourd'hui se démocratise et tous ceux qui peuvent envoyer quelque chose sur les réseaux envoient, et si vous savez analyser la situation, vous saurez que vous pouvez faire la part entre le vrai et l'ivraie. Nous y allons pas comparaison, parce qu'il y a deux poids, il semble avoir en tout cas deux poids, deux mesures sur le continent en ce qui concerne le comportement de la France face aux menées de déstabilisation. C'est le cas, c'est les deux cas que nous avons cités, le cas malien et le cas tchadien, qui en principe sont des cas similaires, mais la France n'a pas eu le même comportement face donc à ces deux cas-là. Mais c'est que ce qu'il faut dire par ailleurs, c'est qu'il y a eu des présidents même français, par exemple Jacques Chirac, qui n'est plus aujourd'hui, qui avait reconnu que la France est abondamment nourrie par le continent africain. Et de quelle manière? Nous ne sommes pas dans cette relation, une relation équilibrée, c'est-à-dire une relation consentie qui nous permet de jouer d'égal à égal, mais nous sommes un continent qui nourrit ces textes colonisateurs-là, malgré nous. Ça, on peut le dire. Et nourrit les Français. Voilà. Et nous pouvons apporter la thèse peut être soutenue. Mais ce qui se passe au Mali, on l'a dit tout à l'heure, la France avait les moyens d'éradiquer ce processus de déstabilisation. Si, entre-temps, on avait arrêté tout contraint pas les djihadistes, mais d'abord c'est les Touaregs qui avaient commencé. On leur a donné un territoire, on a poussé le gouvernement central aux négociations, et depuis la situation là de se dégrader, parce que les termes même du contrat ne peuvent pas être observés. Je crois que la dernière fois, Ibeka l'a dit qu'il faut revenir sur cet accord-là, parce que l'accord n'était pas équilibré. L'accord semble mettre sur des pieds d'égalité les deux protagonistes, alors qu'il y a un pouvoir légitime qui, en principe, a son mot à dire en ce qui concerne la protection des populations. Mais on a semblé... Nous ne négocions pas avec les terroristes. Voilà. Eux, ils veulent pousser un État souverain à négocier avec les terroristes. Aujourd'hui, nous sommes dans mais Dimas, si la situation, en tout cas les spéculations, Ibeka lui-même parle d'élucubration, si ça arrive au point où lui-même il est obligé de se prononcer dessus, c'est qu'il y a quelque chose de sérieux. Ça veut dire que c'est sérieux. Mais, vous savez, Ibeka ne peut pas tenir un autre discours que ça. Oui, bien sûr. C'est un discours de force. Il est demandé. Un message qu'il est en train d'envoyer pour dire que non, nous sommes là, nous sommes en force. Quand vous montrez un état de faiblesse à tes ennemis, c'est fini. À vos ennemis, c'est fini, vous êtes cuits. Hein? Donc, c'est d'abord une guerre médiatique. Justement, dans la communication, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux pour le président de ne pas en parler? Ça montrerait qu'il n'en tient même pas compte. C'est arrivé à un niveau où il est obligé de se prononcer. C'est une menace qu'il envoie. Ah oui. Mais donc, il faut dire que ça ne peut pas marcher. Même si vous voulez le faire, ça ne peut pas prospérer. Vous voyez, c'est ce qu'il a voulu faire croire à ses détracteurs, à ceux qui sont derrière ces putsch-là. Mais il veut envoyer quand même un message clair à ceux qui pensent ça. Mais si dans un discours officiel, un président de la République arrive à se prononcer sur un sujet, il faut voir que tous les services de renseignement ont vu que ce sujet est d'une importance capitale, et donc il doit donner son point de vue là-dessus. Ce que je voudrais ajouter à ce qu'il dit, c'est que nous sommes là justement dans ce que nous appelons communication de crise. Et le BABA en la matière commande qu'on y va tout de suite, au lieu de laisser la situation pourrie, au lieu de faire croire qu'il ne se passe rien du tout. Je crois qu'il y a des spécialistes en la matière qui le lui ont conseillé que même voilà, il faut montrer que je suis le capitaine de
cette BAC-là que d'aucuns pensent qu'elle est en perdition. Il faut tenir un discours ferme et en même temps mettre en garde ceux qui seraient tentés par la gâchette facile. Je crois qu'il est dans son rôle, le rôle d'un capitaine qui veut rassurer et qui en même temps voudra dire qu'il a la pleine conscience de la situation, il a le plein moyen et qu'il n'y a pas lieu de tergiverser. Je vous assure que derrière ce discours, il y a des il y aura des dispositions qui seront prises pour dissuader toute velléité de putsch. Et donc, je ne pense pas qu'il est parti faire un simple discours pour aller retourner se cacher dans son palais. Non, au-delà de ce discours, il va prendre les dispositions. Et ce discours, c'est pour aussi montrer que, en matière au moment de crise, on ne se désolidarise pas de son chef. On se met derrière son chef, autour de son chef, pour aller au front. Quand la bataille vient, ce n'est pas contre la personne d'IBK, mais c'est contre le Mali. Et donc, il veut appeler ceux qui aspirent à la paix au Mali, ceux qui veulent la tranquillité, le développement du Mali, à se mettre autour de lui et préserver la démocratie. Voilà, aussi. Pour combattre ceux qui s'élèvent contre lui. Et donc, je pense que c'est un discours qui est indispensable. L'ampleur de la rumeur est telle qu'il ne peut plus se taire. Et moi, je pense aussi que les contingents géopolitiques de la région aussi sont une pression sur le président, au point qu'il sorte aujourd'hui de son gond, de sa tanière pour réagir. Vous savez que l'autre réalité, on savait comment ATT a quitté. ATT avait été débarqué, ce qui n'avait pas été lu par beaucoup. Quand vous lisez la manière dont il est parti, il a été débarqué par la même puissance. C'est-à-dire que par à travers des menaces à peine voilées directement par les militaires. Donc, je crois que ce que IBK est en train de dire, c'est qu'il y a un nid de voyous incorporés dans l'armée malienne qu'on veut exploiter. Le cas du MNL là, par exemple. Comment on peut loger le MNL en France? Même le porte-parole est en France, sa réaction c'est en France, et on nous dit, c'est vrai qu'on associe l'Algérie. On met l'Algérie dans une situation difficile. Parce que l'Algérie est une puissance régionale, il ne faut pas l'ignorer. Mais on met l'Algérie dans une posture, même la Mauritanie, dans une posture étant des négociateurs, au fin fond, qui ne sont pas réellement des négociateurs. C'est des gens qui sont là pour pouvoir jouer à la pression interventionniste en cas de besoin. En cas de besoin. C'est pourquoi la révolution qui se produit actuellement en Algérie n'avantage pas trop la France. Ils souhaiteraient maintenir même la force militaire, les militaires là-bas, pour pouvoir faire passer cette démocratie. Si l'Algérie se démocratise, le Mali va se libérer. Ça, je le dis aujourd'hui, peut-être même... Voilà. Donc, disons que IBK est dépassé par les événements et même ces propos-là sortent même du cadre diplomatique et il s'en fout. Seulement, moi, j'ai toujours dit, quand vous êtes élu légitimement, vous avez le soutien du peuple. Au moins, lui, il a une certaine légitimité, même si c'est effrité, il a une certaine légitimité. Il pouvait l'exploiter. Les Maliens ont marché au moins 2-3 fois contre les Français, comme Barkhane et tout. Ça, on nous le dit, RFI ne le dit jamais. Les médias, franchement, ne le disent jamais. Ouais, bon, RFI fait un effort. D'accord. Mais certains médias ne le disent pas. On va évoquer le second sujet. On va parler d'un autre président africain. Il s'agit du président gabonais Ali Bongo Ondimba qui a fait une apparition surprise samedi lors d'un meeting d'un de ses plus proches collaborateurs et esquissé un pas de danse et lancé à des milliers de supporters. Je suis là et serai toujours là. Le chef de l'État victime d'un AVC, on le sait, il y a 11 mois de cela, apparu un peu plus souvent en public, était apparu quand même un peu plus souvent en public depuis son retour il y a 2 semaines d'un long séjour privé à Londres où il subissait des examens médicaux de routine et poursuivait sa rééducation. Mais il est apparu sans avoir été annoncé samedi devant des milliers de supporters au stade Nzeng Ayong de Libreville lors d'un meeting de clôture d'une tournée dans le pays. Dimas, pour une communication, Ali Bongo a fait une communication. Il a réussi. En tout cas, il a réussi à faire taire ceux qui l'ont enterré. Et donc, on pouvait dire que les gens ont vite fait de l'enterrer, qu'il a ressuscité. Tout
du moins, il est là. Moi, je ne crois pas à cette résurrection. Il est revenu de très 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 loin. Il voulait faire passer un message, et ce message, c'est un message de survie. Ce message, c'est un message pour dire que vous m'avez fait enterrer, je suis là, même si Ambroise ne croit pas à la résurrection, je suis là, je suis ressuscité, je suis avec... À sa résurrection. Oui, c'est de ça que je parle. Mais je pense que quand dans des discussions politiques, on arrive à des dimensions biologiques, on doit s'incliner, parce que la maladie, personne n'est à l'abri de la maladie. On ne peut que lui souhaiter une très très bonne santé et penser que ce qu'il a démontré, il y a plus d'amélioration pour qu'il puisse être plus en bonne santé et s'occuper de sa famille. Mais le problème ici, c'est que nous sommes au niveau de l'État. Et les affaires de l'État nécessitent plus d'une présence physique, d'une présence d'esprit du premier capitaine dans le bateau, qui est le chef de l'État. Et donc, quand bien même il a démontré que il est en bonne santé, du moins sa santé s'est nettement améliorée, est-ce qu'il a la capacité physique maintenant de gérer les affaires de l'État en plein temps? Parce que quand on parle de chef de l'État, c'est quand même quelqu'un qui est en éveil pratiquement 24 sur 24, parce qu'à tout moment, beaucoup de choses peuvent se passer dans le pays et il doit veiller, et non pas uniquement le pays, là dans le pays, mais comment l'appelle-t-on dans les autres pays aussi, et il devait être à même de gérer tout ça. Mais est-ce que Omar Bongo, Ali Bongo plutôt, a les capacités physiques, mentales, psychiques, intellectuelles maintenant, avec tout ce qu'il a subi maintenant, pour se consacrer 100% à la gestion des affaires de l'État? J'en doute un tout petit peu. Et je pense que le mieux lui serait de rendre le tablier et de s'occuper sérieusement de sa santé. Ça lui ferait du bien. Mais Chris, en tout cas, on l'a vu esquisser des pas de danse. Il a tenu sa canne des deux mains. Il a dansé sur une musique africaine. Ça me dit, je vais mieux en tout cas. Oui, mais je crois que ça a été un coup de com', parce que il avait besoin de se rassurer et de rassurer ses proches surtout, parce que vous savez, le pouvoir généralement c'est un système, on n'est pas tout seul au pouvoir, on est là avec ceux qui te supportent, ceux qui ne voudraient pas que tu partes par exemple, parce que lorsque les gens pensent généralement que c'est telle personne qui est seule qui donne les grandes orientations, d'accord, mais c'est tout un système, un engrenage. Et vous savez, la question même de la maladie au niveau de ceux qui sont au pouvoir tient d'une tradition. Si vous vous rappelez, le cas du président français Mitterrand, qui avait pendant longtemps caché sa maladie, parce qu'il ne fait jamais bien de savoir le chef de l'État malade. Parce que c'est lui, celui qui donne, qui fait les orientations, et puis c'est lui qui commande. Et lorsque vous savez que celui-là est mal en point, ça ne rassure personne. D'abord, ça ne rassure pas le milieu sécuritaire, ça ne rassure pas les milieux de l'économie. On a même l'impression que le pays, rien qu'à croire que le président est souffrant, ça déstabilise, ça ne rassure personne. Je crois que c'est un fait économique, et je crois que ce n'est pas seulement sécuritaire. Ali Bongo avait le devoir, je crois, l'impérieux devoir de rassurer un certain nombre de milliers pour dire qu'il ne lâche pas prise, il tient. Mais seulement est-ce qu'il tient? En effet, parce qu'il faut qu'il retourne régulièrement, se fait consulter, non pas à l'intérieur dans un hôpital, mais à l'extérieur. Et je crois que quand un pays est comme ça, on a l'impression que c'est une navigation à vue, parce qu'il n'a plus, quoi qu'on dise, toutes les facultés aujourd'hui pour être un président sollicité 24 heures parfois, 24 heures sur 24 par les affaires du pays. C'est une charge lourde, et
on ne peut pas souhaiter ces charges-là à quelqu'un qui montre en tout cas des signes évidents de maladie, comme c'est le cas avec Bongo. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il est aujourd'hui le dernier mousquetaire de la lignée Bongo qui tient la barque. On a l'impression qu'il n'y a personne à qui d'autant on peut passer ce pouvoir-là, surtout que ce n'est pas, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, on ne peut pas dire que ça a été de la façon la plus propre qui soit, en tout cas. Mais aujourd'hui, ce qui ne le rassure pas, lui, c'est surtout qu'en est-il de la situation lorsqu'il abandonne, par exemple, le pouvoir? Parce qu'apparemment, il n'a pas préparé sa succession. Il est obligé de tenir aussi longtemps que possible, peut-être pour aller vers une guérison totale. Mais et s'il n'allait pas à cette guérison un jour, le pouvoir peut lui échapper. Moi, j'aurais lui conseillerais de commencer à préparer déjà, en tout cas, sa succession. Et c'est la meilleure façon de protéger ses arrières. Parce que s'il se laisse aller, plus il tergiverse, et plus c'est mauvais pour lui. Ambroise, puisqu'on parle de la communication ici, quand on voit la façon dont il est habillé, il a porté une chemisette, il était habillé tout de blanc vêtu, une chemisette, des baskets, on voit même ses bras, ça tranche avec sa sortie de l'hôpital où il était tout le temps en djeliba, un peu couvert partout, mais là ça montre que bon, il a retrouvé toute sa mobilité, la vigueur de ses membres. La vigueur de ses membres. La façon dont il a monté le podium. Ali Bongo, vous savez, il ne faut pas voir le blanc et dire que c'est le rouge. Il suffit de regarder les yeux d'Ali Bongo. Quand la personne confond les 2 à 4, vous me dites qu'il est dans toutes ses facultés? Non. C'est-à-dire que, ne faut pas tromper les Africains. On ne peut quand même pas ignorer le fait que... Non, c'est pas vous, je ne parle pas de vous. Ali Bongo, aujourd'hui, c'est mieux que le gars qu'on a vu il y a quelques semaines. Hein. Ça s'améliore, d'accord. Oui. Sauf que c'est des cas qui tombent souvent la masse. Quelqu'un qui rentre dans un coma pendant 10 jours, je donne un exemple, ça s'est passé à Toko ici, et il s'est réveillé, les gens ont applaudi, on a prié, tout ça là est sorti à la maison. 2 jours après, le gars retourne dans le coma, il ne revient plus. Ils ont même fêté à la maison. Je ne souhaite pas que ça arrive à Ali Bongo. Le mieux pour lui, c'est de tirer sa révérence, c'est de prendre sa distance du pouvoir, au niveau du pouvoir. Parce que là, il est en train de tromper les gens. Et en suivant l'un de ces vous êtes là, ou vous les appelez les faiseurs de roi, Ali Bongo fera, il sera là 2023, 2027, 2030. Ils ont cité des années 37. Quand j'ai écouté, j'ai dit, mais vous vous moquez des Gabonais. C'est les Gabonais qui sont là et vous marchez sur eux. Et là-bas aussi, c'est toujours la même puissance coloniale. Au temps de Bongo Père, Bongo même a dit, c'est vous qui nous pillez, non? C'est vous qui allez me supporter ici. Donc vous allez voir même les états de cabinet où tout ça là, c'est les Français qui sont à la présidence au Gabon. Et ça n'en manque pas. La preuve, sa femme, la femme d'Ali Bongo, elle est française. Donc c'est vous dire que rien n'est anodin là-bas. Si la personne est là comme un pantin pour l'exploiter et soutirer les richesses, les bois précieux qui sont là-bas, le pétrole, ils sont prêts à le laisser là-bas. Sauf que c'est les Gabonais qui sont malheureux à travers M. Ali Bongo. Je n'ai rien contre ce monsieur. Ce qui m'intéresse de lui, me plaît de lui, c'est un monsieur comme il a fonctionné comme Eric Boni au Bénin. Il va sur le terrain, il rentre dans la boue, comme il l'a fait plusieurs temps. Ça, Ali Bongo, je l'applaudis pour ça. Sauf qu'il a trop nargué les Gabonais, que je ne sais pas si c'est un sort qu'il a été lancé ou c'est ça, trop fort. Il fait du sport. Je m'étonne que le monsieur est rentré dans un AVC. Un monsieur qui fait beaucoup de sport ne peut pas rentrer dans ça. Quand vous narguez trop un peuple, Dieu même vous renie. C'est ça, maman, c'est ça. Djimas Sidi, je serai toujours là. Qu'est-ce que ça veut dire, je serai toujours là? Non, c'est toujours un coup de com'. C'est pour rassurer les Gabonais qu'il est en bonne santé. Mais en même temps, dire à ses opposants aussi que je n'ai pas l'intention de partir. De lâcher prise. Oui, c'est ça. Moi, je vois aussi une autre lecture de la chose. Est-ce que Ali Bongo n'est pas un otage de tout un système qui ne veut pas se départir de lui. Bouteflika, voilà. Ah oui, à la Bouteflika, bien sûr. C'est ça, parce que si vous voyez, au moment où il n'était même pas dans le pays, il y avait tous les moyens de le déchoir
si tel est que le système qui le portait n'est pas toujours en place. Mais ce système a démontré qu'il est là. Et que c'est eux qui font d'Ali Bongo ce qu'il est. Et que même quand il y a un amuseur public qui s'est levé, il n'a même pas, il n'a aucun contact au niveau des blindés. Il pense que le seul fait de porter ces 2 barrettes de lieutenant lui suffit de dire qu'il a fait ci. Il est parti, il a lu un truc, quelques phrases à la radio, il frappe le poste, et puis il s'est levé. Il dit qu'il est parti se cacher derrière la maison de la radio, on vient le prendre. Mais en même temps, cela montre que il y a quand même une partie des Gabonais qui ne sont pas associés à ce système. Et c'est peut-être la plus grande partie. Une grande partie. Gabonais, mais le problème, c'est qu'au niveau des faiseurs de voix, de ceux qui donnent, il y a quand même le fait que Ali Bongo a encore de la côte. Ali Bongo a encore à revendre de l'énergie à revendre. Moi, je n'en crois pas. Donc, non, auprès de ok, oui. Des faiseurs. Ça, c'est pas ici aussi. Hein. Il y a des faiseurs de loi. Ça n'a rien. Je vais vous citer 2 au moins 2. Non, mais c'est-à-dire que c'est. Quand Fogna Singh ne s'est même pas déclaré candidat, il y a déjà des là qui l'annoncent. Non, le fait d'annoncer le chef de l'État candidat, c'est différent de ce qui se passe au Gabon. C'est ça. Vous avez vu, c'est 2 choses différentes. C'est 2 choses différentes. Et donc, c'est pour dire que quoi, moi, je pense que Ali Bongo est plutôt otage d'un système. Et quels sont les tentacules de ce système? Quels sont l'enracinement de ce système? Est-ce que ce système est uniquement planté ou implanté au Gabon? Non, je ne pense pas. Je pense que ça va au-delà. Et quand ça va au-delà, c'est, comme on le dit tout de suite ici, c'est la puissance qui décide. Et donc, c'est malheureusement ça pour les Gabonais. Dans son discours, il a dit 4 fois « je suis là ». C'est une manière de dire quoi? Ça veut dire qu'il s'affirme. Je crois que c'est clair que ça. Ça veut dire que les gens ont pensé qu'il ne pouvait pas tenir. Il est allé très loin dans la mort. Il est revenu à la vie. C'est un miraculé, en quelque sorte. Vous savez, on ne sait pas. Il est revenu parce que mais ça suppose aussi un combat qu'il a mené contre un État en un moment donné. Donc je crois qu'il a au moins de l'énergie mentale. Ça, on peut le féliciter pour ça. Mais la question est de savoir jusqu'où peut-il tenir. Je crois que tout tient de cette question-là et que lorsqu'on détient un pouvoir d'État, mais qu'on est dans cette posture-là, je crois qu'il faut préserver l'État dans toutes ses dimensions en se disant que le pire peut arriver à tout moment, parce que nul n'est immortel. Et de cette façon, déjà, ce sachant immortel, il peut faire en sorte que la succession ne soit pas un moment de choc qui emporte le Gabon dans le chaos. Je crois que pour tout bon père de famille, il doit penser à ceux qui vont venir après. Il doit préserver le patrimoine qu'il a donné aux Gabonais. Mais préserver ce patrimoine-là voudra dire que tant qu'il lui reste de l'énergie aujourd'hui, se préparer le Gabon pour une forme d'alternative qui lui permet de ne pas s'enfoncer dans la boue tout simplement. Je crois qu'il faut qu'il offre cette garantie-là aux Gabonais qui en ont besoin. Un peu partout dans les pays africains, on a besoin d'avoir cette forme de garantie qui préserve l'avenir du chaos, parce que nous avons besoin de la paix. Et souvent, les moments de passation de pouvoir, quand le pouvoir passe d'un individu à un autre, est un moment sensible. C'est comme en Afrique, c'est comme un avion à l'atterrissage ou bien au décollage. Lorsqu'il y a la plupart des accidents interviennent à ces moments-là. Donc, je crois que nos présidents doivent être assez sages pour penser que autant ils doivent préserver l'avenir du décollage ou bien de l'atterrissage. La sagesse voudrait qu'on pense à sa mort. Parce que la mort, aujourd'hui,
est là où il y a la vie. On ne peut plus aujourd'hui dire que avoir peur lorsqu'on parle de la mort. Parce que c'est un passage obligé. Et je crois que nous, peut-être, on n'a pas ce... Même ceux qui veulent aller au paradis, ils doivent passer par la mort. Voilà. Lorsqu'il dit que je suis là, je serai toujours là, ça voudra dire que la prochaine fois que vous penserez de la même façon de moi, sachez que j'irai aussi loin dans la maladie, mais je reviendrai avec l'énergie que j'ai. C'est ce que ça veut dire. Je suis là, je serai toujours là. Ça ne voudra pas dire qu'il sera éternel au pouvoir, mais en tout cas, c'est un pied de nez qu'il est en train de faire à ceux qui croient que le pire devrait arriver et qui attendaient le pire en tout cas. Très souvent, quand on associe ces genres de comportements, aux dirigeants africains, aux élites africaines ou aux intellectuels africains, moi je dis non. Moi j'ai toujours dit qu'il y a toujours des gens derrière qui sabotent. Je prends le cas de la question du franc CFA, où il y a un professeur ici, Kakoun Boupo, qui se démerde et qui fait en sorte de monter la voie pour faire comprendre que ce machin-là est un machin colonial, qu'il faut quitter ce machin-là et revenir aux choses. Parce que quand le Nigeria et le Ghana ont pris leur propre monnaie, ils s'envolent. Donc aujourd'hui, il faut dire qu'il y a une puissance toujours derrière. C'est toujours la France qui est derrière. Le jour où la France va corriger son comportement colonial ou néocolonial vis-à-vis des anciens, comment vous l'appelez ? La France n'a aucun intérêt à le faire. C'est les Africains qui ont intérêt à changer la situation. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, parce qu'il y a des pressions qui se font derrière. On va laisser l'antenne pour le journal et nous revenons après le journal.